Imaginez un instant. Fermez les yeux et imaginez quelque chose qui devrait être absolument impossible selon tout ce que vous avez appris à l'école, selon tout ce que la science moderne vous a enseigné, selon tout ce qu'Albert Einstein lui-même a proclamé au monde entier il y a plus d'un siècle. Imaginez qu'une particule, un simple électron, une entité si petite qu'elle est invisible à l'œil nu, si légère qu'elle ne pèse pratiquement rien, puisse voyager plus vite que la lumière. Oui, vous avez bien entendu, plus vite que la lumière. Cette même lumière qui illumine nos journées, qui traverse l'univers à une vitesse vertigineuse de près de 300 000 km par seconde, cette lumière que nous considérons comme la chose la plus rapide de l'univers entier. Et pourtant, ce que je vais vous raconter aujourd'hui va remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur cette limite fondamentale de la physique. Parce que la vérité est bien plus étrange, bien plus fascinante et bien plus belle que vous ne pourriez l'imaginer. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous poser quelques questions qui vont faire tourner votre cerveau à plein régime. Avez-vous déjà vu cette lueur bleue, spectrale, presque surnaturelle, qui émane des piscines de réacteurs nucléaires? Cette lumière d'un bleu profond, intense, presque extraterrestre, qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. Savez-vous ce qui la cause? Ce n'est pas la réaction nucléaire elle-même. Ce n'est pas la radioactivité directement. C'est quelque chose de bien plus exotique, de bien plus fondamental, de bien plus extraordinaire. C'est le résultat d'électrons qui voyagent littéralement plus vite que la lumière dans l'eau. Et cette lueur porte un nom, le rayonnement Cherenkov. Un nom qui évoque un physicien soviétique méconnu, une découverte ignorée pendant des décennies, et finalement un prix Nobel qui a changé à jamais notre compréhension de l'univers. Et si je vous disais que ce phénomène, cette lueur bleue mystérieuse, est l'équivalent optique d'un bang supersonique? Vous connaissez le bang sonique, ce bruit assourdissant qui retentit quand un avion de chasse dépasse la vitesse du son? Eh bien, le rayonnement Cherenkov est exactement la même chose, mais avec la lumière au lieu du son. Un bang lumineux, un choc électromagnétique, une onde de choc faite de photons au lieu d'ondes sonores. Et cette analogie, aussi simple qu'elle puisse paraître, va nous emmener dans un voyage à travers les profondeurs les plus fascinantes de la physique moderne, de la relativité restreinte d'Einstein au mystère des neutrinos, des réacteurs nucléaires aux confins de l'espace, de la médecine de pointe à la recherche de la matière noire. Voici quelques traits qui vont vous donner le vertige avant même que nous commencions véritablement notre exploration. Premier fait, des électrons peuvent effectivement voyager plus vite que la lumière, mais il y a une condition cruciale que je vais vous révéler dans quelques instants. Deuxième fait, cette lueur bleue que vous voyez dans les piscines de réacteurs n'est pas produite par la réaction nucléaire elle-même, mais par quelque chose de bien plus fondamental et de bien plus élégant. Troisième fait, ce phénomène est utilisé aujourd'hui même, en ce moment précis, pour détecter des particules venues de l'espace lointain, des neutrinos émis par le Soleil, et peut-être même pour trouver la matière noire qui compose une partie mystérieuse de notre univers. Quatrième fait, un scientifique soviétique a découvert ce phénomène en 1934, a été largement ignoré par la communauté scientifique et n'a reçu le prix Nobel que 24 ans plus tard, en 1958.
24 années d'attente pour la reconnaissance d'une des découvertes les plus importantes de la physique du XXe siècle. Et cinquième fait, peut-être le plus vertigineux de tous. Des astronautes dans l'espace voient littéralement ce rayonnement à l'intérieur de leurs propres yeux quand des rayons cosmiques traversent le liquide de leurs globes oculaires. Ils voient des éclairs de lumière produits par le rayonnement Cherenkov directement sur leur rétine. La physique des particules qui se manifestent à l'intérieur même du corps humain. Si ces faits vous intriguent, si votre curiosité est en train de s'éveiller, si vous sentez cette excitation qui précède la découverte de quelque chose de véritablement extraordinaire, alors vous êtes exactement au bon endroit. Parce que dans les prochaines minutes, nous allons plonger ensemble dans l'une des histoires les plus fascinantes de toute la physique. Une histoire qui commence avec Einstein et sa théorie de la relativité qui traverse les laboratoires soviétiques de l'ère stalinienne, qui nous emmène au fond des mines japonaises et canadiennes, qui nous transporte au pôle sud dans 1 kilomètre cube de glace antarctique et qui se termine avec des télescopes pointés vers les confins de l'univers, cherchant des réponses aux questions les plus profondes que l'humanité se soit jamais posées. Alors avant que nous ne commencions ce voyage extraordinaire, si vous aimez avoir l'esprit soufflé par la science, si vous adorez découvrir des phénomènes que la plupart des gens ne connaissent même pas, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à cette chaîne et laissez-moi un commentaire pour me dire si vous pensez que quelque chose peut véritablement aller plus vite que la lumière. Votre réponse va probablement changer d'ici la fin de cette vidéo. Maintenant, pour comprendre véritablement le rayonnement Cherenkov, pour en saisir toute la beauté et toute la profondeur, nous devons d'abord revenir aux fondations mêmes de la physique moderne. Nous devons revenir à l'année 1905, une année que les physiciens appellent l'annus mirabilis, l'année miraculeuse. C'est cette année-là qu'un jeune employé du bureau des brevets de Berne, en Suisse, un homme de 26 ans nommé Albert Einstein, a publié une série d'articles qui allaient révolutionner notre compréhension de l'univers de manière si profonde que nous en ressentons encore les répercussions aujourd'hui, plus d'1 siècle plus tard. Et parmi ces articles, l'un d'entre eux allait établir ce qui est peut-être la loi la plus célèbre de toute la physique. Rien ne peut voyager plus vite que la lumière dans le vide. La théorie de la relativité restreinte d'Einstein est née d'une question apparemment simple mais profondément troublante. Que se passerait-il si vous pouviez courir à côté d'un rayon de lumière? Que verriez-vous? Einstein avait réfléchi à cette question depuis l'âge de 16 ans, et la réponse qu'il a trouvée a bouleversé tout ce que nous pensions savoir sur l'espace, le temps et la réalité elle-même. Selon sa théorie, la vitesse de la lumière dans le vide, désignée par la lettre C, est exactement de 299 792,458 km par seconde. C'est une constante fondamentale de l'univers, aussi immuable que les mathématiques elles-mêmes. Et cette vitesse n'est pas simplement très rapide. Elle est la limite absolue, le mur cosmique que rien dans l'univers ne peut franchir. Pour comprendre pourquoi cette limite existe, il faut plonger dans les entrailles de la relativité restreinte. Einstein a montré que lorsqu'un objet accélère et s'approche de la vitesse de la lumière, quelque chose d'extraordinaire se produit. Sa masse effective augmente. Plus précisément, l'énergie nécessaire pour l'accélérer davantage
augmente de manière dramatique. À 50% de la vitesse de la lumière, l'effet est notable mais gérable. À 90%, la masse effective a considérablement augmenté. À 99%, elle est environ 7 fois plus grande que la masse au repos. À 99,9%, elle est plus de 22 fois plus grande. Et à mesure que vous vous rapprochez de plus en plus de C, la masse effective tend vers l'infini. Cela signifie que l'énergie nécessaire pour atteindre exactement la vitesse de la lumière serait infinie, littéralement infinie. Toute l'énergie de l'univers entier ne suffirait pas à accélérer ne serait-ce qu'un seul électron à la vitesse exacte de la lumière dans le vide. C'est pourquoi rien ne peut atteindre C, et encore moins le dépasser. C'est une barrière fondamentale, inscrite dans le tissu même de la réalité. Et puis, il y a l'équation la plus célèbre de l'histoire de la science. E égale mc au carré. Cette formule nous dit que l'énergie et la masse sont deux faces de la même médaille. Elles sont interchangeables. Et le facteur de conversion entre elles est c au carré, le carré de la vitesse de la lumière. Cette équation implique qu'une quantité infime de masse contient une quantité stupéfiante d'énergie. C'est le principe qui alimente les étoiles, qui fait fonctionner les bombes nucléaires et qui fait briller le Soleil depuis 4 milliards et demi d'années. Mais dans le contexte qui nous intéresse aujourd'hui, cette équation nous rappelle que la vitesse de la lumière n'est pas simplement une vitesse. C'est une constante fondamentale qui relie l'énergie à la masse, l'espace au temps, et qui définit la structure même de notre univers. Mais voici le moment crucial. Voici le tournant qui change absolument tout. Quand Einstein parlait de la vitesse de la lumière comme limite ultime, il parlait spécifiquement de la vitesse de la lumière dans le vide. Ces deux mots sont d'une importance capitale, parce que la lumière ne voyage pas toujours à la vitesse c. Quand la lumière entre dans un milieu, quand elle pénètre dans l'eau, dans le verre, dans le diamant, dans l'air même, elle ralentit. Elle ne voyage plus à c. Elle voyage à une vitesse inférieure, parfois considérablement inférieure. Et cette distinction entre la vitesse de la lumière dans le vide et la vitesse de la lumière dans un milieu est la clé qui ouvre la porte vers le rayonnement Cherenkov. C'est la fissure dans le mur cosmique par laquelle la nature nous offre l'un de ses spectacles les plus éblouissants. Pour quantifier ce ralentissement de la lumière dans différents milieux, les physiciens utilisent un nombre appelé l'indice de réfraction, désigné par la lettre n. L'indice de réfraction d'un milieu est simplement le rapport entre la vitesse de la lumière dans le vide et la vitesse de la lumière dans ce milieu. Autrement dit, n égale c divisé par v, où v est la vitesse de la lumière dans le milieu en question. Pour le vide, n est exactement égal à 1, ce qui signifie simplement que la lumière voyage à sa vitesse maximale. Pour l'air à pression atmosphérique normale, n est d'environ 1,0003. C'est presque 1, ce qui signifie que la lumière ralentit à peine dans l'air. C'est pourquoi nous ne remarquons jamais ce ralentissement dans notre vie quotidienne. Mais pour l'eau, les choses deviennent bien plus intéressantes. L'indice de réfraction de l'eau est d'environ 1,33. Cela signifie que la lumière dans l'eau voyage à seulement 75% de sa vitesse dans le vide. Au lieu de près de 300 000 km par seconde, elle ne fait plus que 225 000 km par seconde environ. C'est toujours une vitesse vertigineuse, bien sûr, mais
c'est significativement plus lent que C. Et ça ne s'arrête pas là. Dans le verre ordinaire, l'indice de réfraction est d'environ 1,5, ce qui signifie que la lumière voyage à seulement 67% de C. Dans le diamant, l'indice atteint 2,42 et la lumière ne fait plus que 124 000 km par seconde, soit seulement 41% de sa vitesse dans le vide. Plus le milieu est dense et interactif avec les photons, plus la lumière ralentit. Et c'est ce ralentissement qui crée l'opportunité pour quelque chose d'extraordinaire de se produire. Parce que voici la question qui change tout. Si la lumière dans l'eau ne voyage qu'à 225 000 km par seconde, est-il possible qu'une particule, un électron par exemple, voyage plus vite que cela? Et la réponse est un oui retentissant, catégorique, sans ambiguïté. Un électron avec suffisamment d'énergie peut absolument voyager à plus de 225 000 km par seconde. Il peut voyager à 250 000, 270 000, voire 280 000 km par seconde. Tant qu'il reste en dessous de C, la vitesse de la lumière dans le vide, il ne viole aucune loi de la physique. Mais il voyage bel et bien plus vite que la lumière dans l'eau. Plus vite que les photons qui l'entourent ne peuvent se propager dans ce milieu. Et quand cela se produit, quand un électron dépasse la vitesse de la lumière dans un milieu, quelque chose de magique se produit, quelque chose de spectaculaire, quelque chose de bleu. Mais avant de révéler exactement ce qui se passe à ce moment-là, prenons un instant pour comprendre pourquoi la lumière ralentit dans un milieu. C'est une question que beaucoup de gens ne se posent jamais. Et pourtant, la réponse est d'une élégance remarquable. Quand un photon, un grain de lumière, entre dans un milieu comme l'eau, il ne continue pas simplement son chemin en ligne droite sans interruption. Il rencontre des atomes, des milliards et des milliards d'atomes serrés les uns contre les autres. Et chaque fois qu'un photon rencontre un atome, quelque chose se produit. Le photon est absorbé par l'atome. L'atome, excité par cette énergie, passe brièvement à un état d'énergie supérieur. Puis, une fraction de seconde plus tard, l'atome réémet un photon. Ce photon voyage alors à la vitesse c jusqu'au prochain atome, où le processus se répète. Absorption, excitation, réémission. Absorption, excitation, réémission. Des milliards de fois. Chacune de ces interactions prend un tout petit peu de temps. Individuellement, le délai est infinitésimal. Mais multipliez-le par les milliards d'interactions qui se produisent quand la lumière traverse ne serait-ce qu'1 centimètre d'eau, et le résultat est un ralentissement mesurable de la propagation effective de la lumière. C'est un peu comme si vous essayiez de traverser une foule dense. Entre chaque personne, vous pouvez courir à pleine vitesse. Mais les arrêts constants pour contourner les gens, pour vous frayer un chemin, réduisent considérablement votre vitesse moyenne. Les photons entre les atomes voyagent toujours à c. Mais la vitesse globale de propagation, la vitesse à laquelle l'information lumineuse traverse le milieu, est réduite. Et c'est cette vitesse réduite que nous mesurons et que nous appelons la vitesse de la lumière dans le milieu. Il y a aussi une manière plus sophistiquée de comprendre ce phénomène en termes de vitesse de phase et de vitesse de groupe. La vitesse de phase est la vitesse à laquelle les crêtes de l'onde lumineuse se déplacent. Et la vitesse de groupe est la vitesse à laquelle l'enveloppe de l'onde, le paquet d'énergie lumineuse, se déplace. Dans un milieu dispersif,
ces deux vitesses peuvent être différentes. Et c'est la vitesse de phase qui est réduite par l'indice de réfraction. C'est elle qui détermine si le rayonnement Cherenkov peut se produire. Quand une particule dépasse la vitesse de phase de la lumière dans le milieu, les conditions sont réunies pour que le spectacle commence. Maintenant que nous avons posé les fondations, maintenant que nous comprenons pourquoi la vitesse de la lumière varie selon le milieu et pourquoi il est possible pour une particule de dépasser cette vitesse locale sans violer la relativité d'Einstein, nous pouvons enfin entrer dans le cœur de notre histoire. Et cette histoire commence dans un laboratoire de Moscou, dans les années 30 du XXe siècle, à une époque où le monde était au bord du chaos, où la physique elle-même était en pleine révolution, et où un jeune scientifique soviétique allait faire une découverte que personne ne prendrait au sérieux pendant des années. Pavel Alexeyevitch Cherenkov est né le 15 juillet 1904 dans le village de Novaya Chigla, dans l'oblast de Voronej, en Russie. Fils de paysan, rien ne le prédestinait à devenir l'un des plus grands physiciens de son époque. Mais Cherenkov était un homme d'une curiosité insatiable et d'une détermination à toute épreuve. Après des études brillantes, il rejoint l'Institut de physique Lebedev à Moscou, l'un des plus prestigieux centres de recherche de l'Union soviétique, où il travaille sous la direction du physicien Sergueï Vavilov. Vavilov, un chercheur respecté spécialisé dans l'optique et la luminescence, confie à Cherenkov une mission apparemment simple, mais d'une importance insoupçonnée. Il lui demande d'étudier la luminescence des liquides lorsqu'ils sont exposés à des rayons gamma. La luminescence, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, est le phénomène par lequel certains matériaux émettent de la lumière après avoir absorbé de l'énergie. C'est ce qui fait briller les étoiles sur le plafond de votre chambre d'enfant. Après que vous avez éteint la lumière, c'est ce qui fait que certains minéraux brillent sous une lampe ultraviolette. C'est un phénomène bien connu, bien compris, et Vavilov s'attendait probablement à ce que Cherenkov confirme simplement ce que tout le monde savait déjà. Mais la science a cette habitude merveilleuse de surprendre ceux qui regardent assez attentivement. Et Cherenkov regardait très attentivement. En 1934, alors qu'il étudiait l'effet des rayons gamma sur différents liquides, Cherenkov remarqua quelque chose d'étrange. Une lueur bleue émanait des liquides, comme prévu. Mais cette lueur ne se comportait pas du tout comme de la luminescence ordinaire. Et ce sont les différences qui ont attiré l'attention de Cherenkov, parce qu'elles étaient subtiles, mais indéniables, et elles ne correspondaient à rien de ce que la physique de l'époque pouvait expliquer. Premièrement, la luminescence classique est sensible à la température. Chauffer un matériau luminescent et sa luminescence change. Généralement, elle diminue à haute température. Mais la lueur bleue observée par Cherenkov ne changeait pas avec la température. Vous pouviez chauffer le liquide ou le refroidir, la lueur restait exactement la même. C'était étrange. Deuxièmement, la luminescence classique peut être éteinte par certains additifs chimiques. Ajoutez certaines substances à une solution luminescente et la luminescence disparaît. C'est ce qu'on appelle l'extinction de la luminescence. Mais quand Cherenkov ajoutait ces substances à ces liquides, la lueur bleue persistait, imperturbable. Rien ne semblait pouvoir l'éteindre. C'était très étrange. Troisièmement, la luminescence classique dépend du matériau spécifique. Différents matériaux luminescents à différentes couleurs et différentes intensités
parce que la luminescence dépend de la structure atomique et moléculaire du matériau. Mais Tcherenkov observait cette même lueur bleue dans tous les liquides transparents qu'il testait. L'eau, le benzène, l'alcool, le sulfure de carbone. Peu importait le liquide, la lueur était toujours là, toujours bleue, toujours avec les mêmes caractéristiques. Comme si le phénomène ne dépendait pas du tout de la nature chimique du liquide, mais de quelque chose de bien plus fondamental. Et quatrièmement, et c'est peut-être l'observation la plus cruciale, Tcherenkov découvrit que cette lueur était polarisée. La lumière ordinaire vibre dans toutes les directions perpendiculaires à sa direction de propagation. Mais la lumière polarisée vibre dans une direction préférentielle. Et la lueur bleue de Tcherenkov était polarisée d'une manière spécifique, d'une manière qui suggérait qu'elle était liée à la direction de mouvement des particules chargées dans le liquide, et non à une quelconque propriété du liquide lui-même. Tcherenkov comprit qu'il avait entre les mains quelque chose de nouveau, quelque chose que personne n'avait vu auparavant, quelque chose que la physique existante ne pouvait pas expliquer. Il publia ses résultats en 1934, décrivant méticuleusement ses observations et soulignant que cette lueur n'était pas de la luminescence ordinaire. C'était autre chose, quelque chose de fondamentalement différent. Et que s'est-il passé? La communauté scientifique a haussé les épaules. L'article de Tcherenkov a été largement ignoré. À une époque où la physique nucléaire faisait les gros titres avec la découverte du neutron, de la radioactivité artificielle et les premières étapes vers la fission nucléaire, une mystérieuse lueur bleue dans un flacon de liquide n'intéressait pas grand monde. Certains pensaient que Tcherenkov avait simplement mal interprété ces données. D'autres pensaient que la lueur était un artefact expérimental. La plupart ne pensaient tout simplement rien du tout, trop occupés par d'autres problèmes pour prêter attention à cette curiosité apparente. Mais Tcherenkov ne lâcha pas prise. Il continua ses recherches, affinant ses mesures, accumulant des données de plus en plus convaincantes. Et c'est ici que l'histoire prend un tournant décisif. Parce que deux autres physiciens soviétiques entrèrent en scène et ils allaient fournir l'explication théorique qui donnerait tout son sens à la découverte de Tcherenkov. Igor Evgenievitch Frank et Igor Yevgenievitch Tamm étaient deux physiciens théoriciens brillants, travaillant également à l'Institut de physique Lebedev. En 1937, 3 ans après la publication originale de Tcherenkov, Frank et Tamm proposèrent une explication théorique du phénomène qui était d'une élégance et d'une rigueur remarquables. Leur théorie reposait sur un concept simple mais profond. La lueur bleue, observée par Tcherenkov, était produite par des particules chargées qui voyageaient plus vite que la lumière dans le milieu. Voici ce que Frank et Tamm ont démontré. Quand les rayons gamma frappaient les liquides dans les expériences de Tcherenkov, ils transféraient leur énergie à des électrons dans le liquide, un processus connu sous le nom d'effet Compton. Ces électrons, propulsés par l'énergie des rayons gamma, étaient éjectés à des vitesses considérables. Et dans certains cas, ces vitesses dépassaient la vitesse de la lumière dans le liquide. Un électron dans l'eau qui dépasse 75% de la vitesse de la lumière dans le vide voyage plus vite que la lumière ne peut se propager dans cette même eau. Et c'est ce dépassement qui crée le rayonnement. La théorie de Frank et Tamm expliquait chacune des observations de Tcherenkov avec une précision remarquable. Le rayonnement
ne dépendait pas de la température, parce qu'il n'avait rien à voir avec les propriétés thermiques du matériau. Il ne pouvait pas être éteint par des additifs chimiques, parce qu'il ne dépendait pas de la chimie du milieu. Il apparaissait dans tous les liquides transparents parce que seul l'indice de réfraction et la vitesse de la particule importaient. Et il était polarisé d'une manière spécifique parce que le rayonnement était émis de manière cohérente dans une direction précise liée au mouvement de la particule. C'était une explication magnifique, mais il fallut encore des années pour que la communauté scientifique internationale reconnaisse pleinement son importance. Le contexte géopolitique n'aidait pas. Nous étions dans les années 30 et 40, l'Union soviétique était relativement isolée du reste du monde scientifique occidental, et les publications en russe n'étaient pas largement lues en Europe ou en Amérique. De plus, la Seconde Guerre mondiale allait bientôt absorber l'attention et les ressources de tous les physiciens du monde, soviétiques et occidentaux confondus, vers des projets bien plus urgents et bien plus destructeurs. Ce n'est qu'après la guerre, dans les années 50, que le rayonnement Cherenkov commença à être pleinement apprécié par la communauté scientifique internationale. Et en 1958, 24 ans après la publication originale de Cherenkov, l'Académie royale des sciences de Suède décerna le prix Nobel de physique à Pavel Cherenkov, Igor Frank et Igor Tamm pour la découverte et l'interprétation de l'effet Cherenkov. Il y a une note de tristesse dans cette histoire. Sergueï Vavilov, le mentor qui avait confié à Cherenkov l'expérience originale et qui avait joué un rôle crucial dans la direction de la recherche, était décédé en 1951. Le prix Nobel n'est pas décerné à titre posthume et Vavilov n'a jamais reçu la reconnaissance qu'il méritait pour sa contribution à cette découverte. Imaginez le parcours de Pavel Cherenkov, un fils de paysan russe travaillant dans un laboratoire de Moscou pendant l'une des périodes les plus turbulentes de l'histoire de l'humanité, qui fait une observation que personne ne prend au sérieux, qui persévère pendant des années et qui finit par recevoir la plus haute distinction en physique, un prix Nobel, pour avoir regardé attentivement une mystérieuse lueur bleue dans un flacon de liquide. C'est l'une des plus belles histoires de la science, une histoire de curiosité, de persévérance et de la beauté qui se cache dans les détails que la plupart des gens ignorent. Si vous êtes encore avec moi, si cette histoire vous captive autant qu'elle me captive, laissez-moi un commentaire pour me le dire. Dites-moi quelle découverte scientifique vous pensez a été injustement ignorée. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment, parce que nous allons maintenant entrer dans la partie la plus fascinante de notre voyage. La physique qui se cache derrière cette lueur bleue. Pour comprendre véritablement comment le rayonnement Cherenkov fonctionne, pour en saisir le mécanisme avec une profondeur et une clarté totale, nous allons commencer par une analogie. Et cette analogie est si parfaite, si élégante, qu'elle va illuminer le phénomène d'une manière que les équations seules ne pourraient jamais faire. Nous allons parler du bang supersonique. Imaginez un avion volant à basse vitesse, bien en dessous de la vitesse du son. Le son, rappelons-le, est une onde de pression qui se propage dans l'air à environ 340 mètres par seconde au niveau de la mer. Quand l'avion vole lentement, il émet continuellement des ondes sonores dans toutes les directions. Ces ondes se propagent en cercles concentriques qui s'éloignent de l'avion, un peu comme les rides qui s'étendent quand vous jetez une pierre dans un étang.
Et comme les ondes sonores voyagent plus vite que l'avion, elles restent toujours devant lui, s'éloignant confortablement dans toutes les directions. Tout est normal, tout est harmonieux. Maintenant, imaginez que l'avion accélère. Il s'approche de la vitesse du son. Les ondes sonores qu'il émet n'ont plus autant d'avance sur lui. Elles commencent à se serrer, à se comprimer devant l'avion. Les cercles concentriques sont de plus en plus proches les uns des autres à l'avant, de plus en plus espacés à l'arrière. Et quand l'avion atteint exactement la vitesse du son, Mach 1, quelque chose de dramatique se produit. Les ondes sonores ne peuvent plus s'éloigner de l'avion vers l'avant. Elles s'accumulent, se superposent, se compriment toutes au même endroit, créant une zone de pression intense, un mur de compression. C'est ce qu'on appelle le mur du son. Et quand l'avion le franchit, cette accumulation d'énergie sonore se libère sous la forme d'une onde de choc violente, le bang supersonique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quand l'avion dépasse la vitesse du son et vole en régime supersonique, il crée continuellement des ondes sonores, mais il voyage plus vite que ces ondes. Résultat, les ondes ne peuvent jamais le rattraper ni le devancer. Elles sont laissées derrière, formant un cône de choc, le cône de Mach, qui s'étend en arrière depuis l'avion, comme le sillage en V d'un bateau rapide sur l'eau. L'angle de ce cône dépend du rapport entre la vitesse de l'avion et la vitesse du son. Plus l'avion va vite par rapport au son, plus le cône est étroit. C'est de la géométrie pure, élégante et prédictible. Maintenant, prenez cette image mentale et remplacez l'avion par un électron et le son par la lumière. Quand un électron chargé se déplace dans un milieu comme l'eau, il perturbe le champ électromagnétique autour de lui. Il interagit avec les atomes du milieu, les polarise brièvement, et ces atomes émettent des ondes électromagnétiques, de la lumière, en réponse. Quand l'électron se déplace lentement, plus lentement que la lumière dans le milieu, ces ondes électromagnétiques se propagent dans toutes les directions et interfèrent de manière destructive. Elles s'annulent mutuellement. Pas de rayonnement net. Tout est silencieux, électromagnétiquement parlant. Mais quand l'électron accélère et dépasse la vitesse de la lumière dans le milieu, les ondes électromagnétiques ne peuvent plus s'éloigner de lui assez vite. Exactement comme les ondes sonores ne peuvent plus fuir devant l'avion supersonique. Les ondes s'accumulent, se superposent, et au lieu de s'annuler, elles interfèrent de manière constructive. Elles se renforcent mutuellement le long d'un cône spécifique, le cône Cherenkov, qui est l'exact analogue électromagnétique du cône de Mach sonique. Et ce cône de lumière cohérente, cette onde de choc électromagnétique, c'est le rayonnement Cherenkov. C'est littéralement un bang lumineux, un sonic boom de lumière, une onde de choc faite de photons au lieu de compression d'air. Et tout comme le bang supersonique ne se produit que quand l'avion dépasse la vitesse du son, le rayonnement Cherenkov ne se produit que quand la particule chargée dépasse la vitesse de la lumière dans le milieu. C'est une condition de seuil. En dessous du seuil, rien. Au-dessus, une explosion de lumière bleue. Plongeons maintenant dans les mathématiques de ce phénomène, parce que c'est dans les mathématiques que se révèle toute la précision et toute la beauté prédictive de la théorie de Frank et Tam. Le rayonnement Cherenkov est émis à un angle spécifique par rapport à la direction de mouvement de la particule. Cet angle, que nous appelons θ, est déterminé par une relation mathématique élégamment simple. Le cosinus de θ est égal à 1 divisé par le produit de n et β.
où n est l'indice de réfraction du milieu, et bêta est le rapport de la vitesse de la particule à la vitesse de la lumière dans le vide, c'est-à-dire V divisé par C. Cette formule nous dit plusieurs choses fondamentales. D'abord, elle confirme la condition de seuil. Pour que le cosinus de θ soit inférieur ou égal à 1, il faut que n multiplié par bêta soit supérieur ou égal à 1. Autrement dit, il faut que la vitesse de la particule soit supérieure ou égale à c divisé par n, qui est précisément la vitesse de la lumière dans le milieu. Si la particule est plus lente que cette vitesse, le cosinus devrait être supérieur à 1, ce qui est mathématiquement impossible, et donc pas de rayonnement Cherenkov. La condition est remplie ou elle ne l'est pas. C'est binaire, c'est net, c'est magnifique pour l'eau. Avec un indice de réfraction de 1,33, le seuil est atteint quand bêta dépasse environ 0,75. Autrement dit, l'électron doit voyager à au moins 75% de la vitesse de la lumière dans le vide pour que le rayonnement Cherenkov se produise dans l'eau. 75% de C, c'est environ 225 000 km par seconde. C'est une vitesse extraordinaire, certes, mais pour un électron accéléré par des rayons gamma ou émis lors d'une désintégration bêta dans un réacteur nucléaire, c'est tout à fait atteignable. La formule nous dit aussi comment l'angle d'émission varie avec la vitesse de la particule. Exactement au seuil, quand la particule voyage juste à la vitesse de la lumière dans le milieu, bêta n fois égale exactement 1, le cosinus de θ est 1 et θ est 0. Le rayonnement est émis exactement vers l'avant dans la direction de mouvement de la particule. À mesure que la particule accélère au-delà du seuil, θ augmente. Le cône s'ouvre. Le rayonnement est émis dans un cône de plus en plus large autour de la trajectoire de la particule. Et il y a un angle maximal qui correspond à la situation théorique où la particule voyage à la vitesse c elle-même. Dans l'eau, cet angle maximal est d'environ 41 degrés. Maintenant, parlons de la question qui fascine tout le monde. Pourquoi le rayonnement Cherenkov est-il bleu? Pourquoi cette couleur spécifique, ce bleu profond et envoûtant qui donne aux piscines de réacteurs nucléaires cette apparence si surnaturelle? La réponse se trouve dans la manière dont l'énergie du rayonnement est répartie sur le spectre électromagnétique, et elle est décrite par la formule de Frank et Tam pour l'énergie émise par unité de longueur de parcours de la particule. Selon cette formule, l'intensité du rayonnement Cherenkov est proportionnelle à la fréquence de la lumière. Les hautes fréquences sont émises plus intensément que les basses fréquences. Autrement dit, la lumière bleue et ultraviolette est émise bien plus intensément que la lumière rouge et infrarouge. Plus précisément, l'énergie émise par unité de fréquence et par unité de longueur de parcours est proportionnelle à la fréquence. Et en termes de longueur d'onde, cela se traduit par une dépendance en 1 sur lambda au carré, ce qui signifie que les courtes longueurs d'onde, le bleu et l'ultraviolet, dominent largement. C'est pourquoi le rayonnement Cherenkov apparaît bleu à nos yeux. Ce n'est pas une couleur monochromatique unique, c'est un spectre continu dans lequel les courtes longueurs d'onde prédominent de manière écrasante. En fait, une grande partie du rayonnement Cherenkov est émise dans l'ultraviolet, invisible à l'œil humain. Ce que nous voyons, ce bleu spectral, n'est que la partie visible de la queue basse énergie du spectre. La majeure partie du rayonnement est au-delà de ce que nos yeux peuvent percevoir. Cette dépendance spectrale
est fondamentalement différente de celle de la plupart des autres sources de lumière. La lumière du Soleil, par exemple, suit approximativement le spectre de corps noir qui atteint un pic à une certaine longueur d'onde et décroît de part et d'autre. La fluorescence émet à des longueurs d'onde spécifiques déterminées par les transitions électroniques du matériau. Mais le rayonnement Cherenkov a ce spectre continu croissant vers le bleu et l'ultraviolet qui lui donne sa signature spectrale unique, son empreinte digitale optique que les physiciens peuvent identifier sans ambiguïté. Comparons brièvement cette couleur bleue avec un autre phénomène bleu que nous connaissons tous, le bleu du ciel. Le ciel est bleu à cause de la diffusion de Rayleigh, un processus dans lequel les molécules de l'atmosphère diffusent la lumière solaire de manière plus efficace aux courtes longueurs d'onde. C'est aussi une préférence pour le bleu, mais le mécanisme est entièrement différent. La diffusion de Rayleigh est due à l'interaction de la lumière avec de minuscules molécules. Le rayonnement Cherenkov est dû à l'interférence constructive d'ondes électromagnétiques émises par un milieu polarisé par une particule supraluminique. Deux phénomènes bleus, deux mécanismes complètement distincts. Allons maintenant plus en profondeur dans le mécanisme électromagnétique du rayonnement Cherenkov, parce que c'est ici que la physique devient véritablement élégante. Quand une particule chargée, comme un électron, traverse un milieu diélectrique, comme l'eau, elle crée une perturbation électromagnétique dans son sillage. Le champ électrique de l'électron agit sur les atomes du milieu, déplaçant brièvement leurs nuages électroniques par rapport à leur noyau. Pendant un instant fugace, chaque atome sur le passage de l'électron devient un petit dipôle électrique, une minuscule antenne qui émet une onde électromagnétique quand elle retourne à son état normal. Quand l'électron se déplace lentement, plus lentement que la lumière dans le milieu, ces myriades de petites antennes émettent leurs ondes à des moments et dans des directions telles que, quand vous additionnez toutes ces ondes, elles interfèrent de manière destructive. Elles s'annulent. La somme totale est zéro ou quasi zéro. Pas de rayonnement net observable. C'est comme une foule de gens qui crient tous en même temps mais complètement désynchronisés, de sorte que les sons s'annulent et que vous n'entendez qu'un murmure confus. Mais quand l'électron dépasse la vitesse de la lumière dans le milieu, la géométrie de la situation change de manière fondamentale. Les ondes émises par les atomes polarisés ne s'annulent plus. Au contraire, le long d'un cône spécifique, le cône Cherenkov, toutes ces ondes arrivent exactement en phase. Elles se renforcent mutuellement. Elles interfèrent de manière constructive. La somme n'est plus zéro, mais une onde cohérente, intense, concentrée le long du cône. C'est comme si tous les gens dans la foule se mettaient soudainement à crier exactement en rythme, produisant un son assourdissant là où auparavant, il n'y avait que du bruit. Cette interférence constructive, cohérente, est le cœur même du rayonnement Cherenkov. C'est pourquoi le rayonnement est émis dans une direction spécifique plutôt que dans toutes les directions. C'est pourquoi il est polarisé. Et c'est pourquoi il ne dépend pas de la nature chimique du milieu, mais seulement de son indice de réfraction, parce que seule la vitesse de propagation des ondes dans le milieu détermine la géométrie de l'interférence. L'analogie du sillage d'un bateau est peut-être la plus intuitive de toutes. Imaginez un canard nageant lentement sur un lac calme. Il crée des petites rides qui s'étendent en cercles autour de lui, et ces cercles s'éloignent plus vite que le canard ne nage. Pas de sillage en V. Maintenant,
Imaginez un hors-bord filant à toute vitesse sur le même lac. Le bateau va plus vite que les ondes de surface. Les vagues qu'il crée ne peuvent pas s'éloigner de lui assez vite. Elles s'accumulent et forment un sillage en V, un cône de vagues qui s'étend derrière le bateau. L'angle de ce V dépend du rapport entre la vitesse du bateau et la vitesse des vagues. C'est exactement la même physique. Le canard est la particule subluminique. Le hors-bord est la particule supraluminique. Le lac est le milieu. Et le sillage en V est le cône Cherenkov. Un point important à noter est que le rayonnement Cherenkov n'est pas gratuit pour la particule. L'énergie de la lumière émise vient de l'énergie cinétique de la particule. À chaque photon émis, la particule perd un peu d'énergie et ralentit légèrement. Cependant, la perte d'énergie due au rayonnement Cherenkov est relativement faible comparée à d'autres mécanismes de perte d'énergie, comme le rayonnement de freinage, aussi appelé Bremsstrahlung, qui se produit quand une particule chargée est déviée par le champ électrique d'un noyau atomique. Le rayonnement Cherenkov est un phénomène relativement délicat, subtil, qui produit beaucoup moins de lumière que ces autres processus. C'est pourquoi la lueur Cherenkov est relativement faible et ne peut généralement être observée que dans des conditions de faible éclairage ambiant, comme dans les profondeurs d'une piscine de réacteurs nucléaires sombres. À mesure que la particule perd de l'énergie et ralentit, l'angle du cône Cherenkov diminue progressivement. Le cône se referme, et quand la vitesse de la particule tombe en dessous du seuil, quand elle n'est plus supraluminique dans le milieu, le rayonnement cesse brusquement. C'est comme si le hors-bord ralentissait en dessous de la vitesse des vagues. Le sillage en V disparaît et est remplacé par les rides circulaires symétriques du canard paisible. La transition est nette, définie, sans ambiguïté. C'est l'une des caractéristiques les plus élégantes du rayonnement Cherenkov. Il a un seuil clair et net. Nous venons de traverser les profondeurs de la physique du rayonnement Cherenkov, et si votre cerveau pétille d'excitation à ce stade, vous n'êtes pas seul. Ce phénomène est l'un des plus beaux exemples de la manière dont les lois fondamentales de la physique se manifestent dans le monde réel de manière visible, tangible et même esthétiquement frappante. Si vous êtes encore avec moi, laissez-moi un commentaire avec le mot « lueur » pour me montrer que vous suivez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez maintenant parce que nous allons passer aux applications les plus extraordinaires de ce phénomène. Des applications qui vont vous montrer comment une mystérieuse lueur bleue dans un laboratoire de Moscou est devenue l'un des outils les plus puissants de toute la physique moderne. Commençons par l'endroit où la plupart des gens voient le rayonnement Cherenkov pour la première fois, même si c'est souvent sans le savoir, les réacteurs nucléaires. Si vous avez déjà vu une photographie d'une piscine de réacteurs nucléaires, vous avez probablement remarqué cette lueur bleue d'une beauté saisissante qui émane du cœur du réacteur. Cette lumière, qui semble presque vivante, pulsant doucement dans les profondeurs de l'eau cristalline. C'est le rayonnement Cherenkov dans sa forme la plus spectaculaire et la plus accessible. Pour comprendre pourquoi cette lueur apparaît dans les réacteurs nucléaires, il faut comprendre ce qui se passe au cœur d'un réacteur. La fission nucléaire, le processus qui alimente le réacteur, consiste à briser les noyaux d'atomes lourds, généralement de l'uranium 235 ou du plutonium 239 en noyaux plus légers. Ce processus libère une quantité énorme d'énergie sous diverses formes, de la chaleur,
des rayons gamma, des neutrons et des particules bêta qui sont des électrons à haute énergie émis lors de la désintégration radioactive des produits de fission. Ces particules bêta, ces électrons à haute énergie, sont les protagonistes de notre histoire. Ils sont éjectés lors des désintégrations radioactives à des vitesses considérables, souvent supérieures à 75% de la vitesse de la lumière dans le vide, et le cœur du réacteur est immergé dans de l'eau. L'eau sert de modérateur pour les neutrons, ralentissant les neutrons rapides produits par la fission pour qu'ils puissent déclencher d'autres fissions, créant ainsi la réaction en chaîne contrôlée qui produit l'énergie. L'eau sert aussi de caloporteur, évacuant la chaleur produite par le réacteur vers les turbines qui génèrent l'électricité. Et l'eau sert de blindage contre les radiations, absorbant une partie des rayons gamma et des neutrons pour protéger le personnel du réacteur. Mais l'eau joue aussi un rôle involontaire et magnifique. Elle est le théâtre du rayonnement Cherenkov. Quand les électrons à haute énergie issus des désintégrations radioactives pénètrent dans l'eau du réacteur, ils voyagent plus vite que la lumière dans cette eau. Et la physique fait le reste. Les atomes d'eau sont polarisés au passage de l'électron. Les ondes électromagnétiques s'accumulent le long du cône Cherenkov et une lumière bleue cohérente est émise. Des millions, des milliards de ces électrons traversent l'eau à chaque seconde, chacun produisant son propre cône de lumière, Cherenkov. L'effet combiné de tous ces cônes individuels produit cette lueur bleue continue, intense et mystérieuse qui fait la célébrité visuelle des piscines de réacteurs. Mais pourquoi de l'eau et pas de l'air? Pourquoi ne voyons-nous pas le rayonnement Cherenkov dans l'atmosphère autour des matériaux radioactifs? La réponse réside dans les indices de réfraction respectifs de l'air et de l'eau. L'indice de réfraction de l'air est d'environ 1,0003, si proche de 1 que la lumière dans l'air voyage presque à la même vitesse que dans le vide. Pour qu'une particule produise du rayonnement Cherenkov dans l'air, elle devrait voyager à plus de 99,97% de la vitesse de la lumière dans le vide. C'est une exigence extraordinairement élevée que très peu de particules atteignent dans les conditions ordinaires. En revanche, dans l'eau, le seuil n'est que de 75% de C, une vitesse beaucoup plus accessible pour les électrons produits par les processus nucléaires. C'est pourquoi le rayonnement Cherenkov est couramment observé dans l'eau, mais rarement dans l'air. Cela dit, et c'est un point fascinant que nous explorerons en détail plus tard, le rayonnement Cherenkov dans l'air existe bel et bien. Il se produit quand des rayons cosmiques d'ultra haute énergie frappent l'atmosphère terrestre et créent des gerbes de particules secondaires, dont certaines sont suffisamment rapides pour dépasser le seuil même dans l'air. Mais n'anticipons pas. Revenons au réacteur nucléaire et à l'expérience visuelle de la lueur Cherenkov. Si vous avez la chance de visiter un réacteur de recherche, comme les réacteurs TRIGA que l'on trouve dans de nombreuses universités à travers le monde, vous pourrez peut-être observer cette lueur de vos propres yeux. Ces réacteurs ont souvent des galeries d'observation situées au-dessus de la piscine du réacteur, permettant aux visiteurs de regarder dans la profondeur de l'eau claire et de voir le cœur du réacteur briller de cette lumière bleue caractéristique. L'intensité de la lueur varie avec la puissance du réacteur. Lors du démarrage ou des changements de puissance, quand le taux de fission change rapidement, la lueur peut pulser et fluctuer d'une manière presque hypnotique,
C'est l'un des spectacles les plus beaux et les plus poétiques que la technologie humaine ait jamais produit, même si, ironiquement, ce n'est pas la technologie qui le produit, mais la physique fondamentale qui sous-tend la technologie. Et il faut noter que cette observation est parfaitement sûre. L'eau de la piscine offre un blindage efficace contre les radiations. Des mètres d'eau au-dessus du cœur du réacteur absorbent la grande majorité des radiations dangereuses, ne laissant passer vers la surface que cette lumière bleue inoffensive et quelques neutrons et gamma atténués. Les niveaux de radiation à la surface de la piscine sont généralement inférieurs à ceux que vous recevriez en prenant un vol intercontinental en avion. Le rayonnement Cherenkov ne se limite pas aux réacteurs en fonctionnement. Il est également visible dans les piscines de stockage du combustible usé. Quand les assemblages de combustible sont retirés du réacteur après avoir été utilisés, ils sont toujours intensément radioactifs. Les produits de fission qu'ils contiennent continuent de se désintégrer, émettant des particules bêta et des rayons gamma. Ces assemblages sont placés dans des piscines d'eau profonde pour le refroidissement et le blindage, et la lueur Cherenkov qui en émane peut persister pendant des mois, voire des années, devenant progressivement plus faible à mesure que les produits de fission à courte durée de vie se désintègrent. Et voici quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Le rayonnement Cherenkov se produit aussi dans le corps humain. Oui, vous avez bien lu. Dans le contexte de la radiothérapie pour le cancer, des faisceaux d'électrons à haute énergie sont dirigés vers les tumeurs pour les détruire. Ces électrons voyagent à des vitesses proches de celles de la lumière et quand ils pénètrent dans les tissus humains, qui ont un indice de réfraction supérieur à 1, les tissus biologiques contiennent beaucoup d'eau, ils peuvent produire du rayonnement Cherenkov. La quantité de lumière produite est extrêmement faible, invisible à l'œil nu, mais des caméras ultra-sensibles peuvent la détecter. Et cette capacité de détecter le rayonnement Cherenkov dans les tissus vivants a ouvert un tout nouveau domaine de l'imagerie médicale, comme nous le verrons plus tard. Le rayonnement Cherenkov se produit également dans les accélérateurs de particules. Chaque fois qu'un faisceau de particules chargées traverse un milieu transparent dont l'indice de réfraction permet le dépassement du seuil. Les physiciens utilisent cette propriété de manière délibérée et ingénieuse pour construire des détecteurs qui identifient les particules avec une précision remarquable. Et c'est cette application qui a transformé le rayonnement Cherenkov d'une curiosité de laboratoire en l'un des outils les plus puissants de toute la physique des particules. Entrons maintenant dans le monde fascinant des détecteurs Cherenkov. Ces instruments, conçus pour capturer et analyser le rayonnement Cherenkov émis par des particules, ont révolutionné notre compréhension de l'univers, d'une manière que Pavel Cherenkov lui-même n'aurait probablement jamais pu imaginer quand il étudiait sa mystérieuse lueur bleue dans son laboratoire de Moscou en 1934. Le principe fondamental de la détection Cherenkov est d'une élégance remarquable. Nous savons que l'angle d'émission du rayonnement Cherenkov dépend de la vitesse de la particule et de l'indice de réfraction du milieu. Si nous connaissons l'indice de réfraction du milieu et si nous mesurons l'angle du rayonnement, nous pouvons calculer la vitesse de la particule. Et si nous connaissons aussi l'impulsion de la particule, mesurée par exemple en observant sa trajectoire dans un champ magnétique, nous pouvons calculer sa masse. Et la masse nous dit exactement quel type de particule nous avons. Un électron, un muon, un pion,
un kaon, un proton. Chacun a une masse différente et le détecteur Cherenkov peut les distinguer avec une précision remarquable. Le type le plus simple de détecteur Cherenkov est le détecteur à seuil. Son principe est minimaliste mais efficace. Il contient un milieu avec un indice de réfraction choisi délibérément. Si une particule traverse ce milieu et produit du rayonnement Cherenkov, cela signifie qu'elle dépasse le seuil de vitesse pour ce milieu. Si elle ne produit pas de rayonnement, elle est en dessous du seuil. En utilisant plusieurs détecteurs à seuil avec des milieux d'indices de réfraction différents, vous pouvez encadrer la vitesse de la particule et, combiné avec la mesure de l'impulsion, identifier le type de particule. C'est simple, robuste et efficace. Et ces détecteurs ont été largement utilisés dans les premières expériences de physique des particules. Mais la véritable révolution est venue avec les détecteurs Cherenkov à imagerie de cercle, les détecteurs RICH, un acronyme qui signifie Ring Imaging Cherenkov Detector. Ces détecteurs ne se contentent pas de détecter la présence ou l'absence de rayonnement Cherenkov. Ils imagent littéralement le cercle de lumière Cherenkov, le cercle qui est la projection du cône Cherenkov sur la surface du détecteur. Le rayon de ce cercle est directement lié à l'angle du cône, qui est directement lié à la vitesse de la particule. En mesurant le rayon du cercle avec précision, on obtient la vitesse de la particule avec une précision remarquable. Les détecteurs RICH sont des merveilles d'ingénierie. Ils contiennent un milieu radiateur où le rayonnement Cherenkov est produit, un système optique qui focalise les photons Cherenkov sur un plan de détection et un réseau de photodétecteurs ultra sensibles qui enregistrent la position de chaque photon. La reconstruction du cercle à partir de ces données individuelles de photons est un défi informatique et algorithmique considérable, mais les résultats sont spectaculaires. Les détecteurs RICH modernes peuvent distinguer entre des pions, des kaons et des protons à des énergies de dizaines de gigaélectronvolts, une performance qui serait impossible avec n'importe quel autre type de détecteur. Ces détecteurs sont au cœur de certaines des expériences de physique les plus importantes du monde. Au CERN, le grand collisionneur de hadrons, le LHC, qui est le plus grand et le plus puissant accélérateur de particules jamais construit, plusieurs de ces expériences utilisent des détecteurs RICH. L'expérience LHCb, dédiée à l'étude des quarks B et de la violation de la symétrie CP, la différence subtile entre matière et antimatière, possède deux détecteurs RICH qui sont essentiels à son fonctionnement. L'expérience ALICE, qui étudie le plasma de quarks et de gluons en faisant entrer en collision des noyaux de plomb à des énergies fantastiques, utilise également un détecteur RICH. Sans la technologie Cherenkov, ces expériences perdraient une grande partie de leur capacité à identifier les particules et ne pourraient pas mener à bien leur mission scientifique. Mais les détecteurs qui ont peut-être eu l'impact le plus profond sur notre compréhension de l'univers ne sont pas les détecteurs RICH compacts des accélérateurs. Ce sont les détecteurs Cherenkov à eau géant, des cathédrales de la science construites dans les profondeurs de la Terre, des instruments si gigantesques et si ambitieux qu'ils repoussent les limites de ce que l'ingénierie humaine peut accomplir. Le plus célèbre d'entre eux est Super Kamiokande. Prononcez ce nom lentement, Super Kamiokande. Ce nom évoque l'un des instruments scientifiques les plus extraordinaires jamais construits par l'humanité. Situé à 1000 mètres sous la surface de la Terre, dans la mine de Mozumi, près de la ville de Kamioka, dans la préfecture de Gifu au Japon, Super Kamiokande
est un réservoir cylindrique colossal contenant 50 000 tonnes d'eau ultra pure, une eau si pure qu'un photon peut y voyager sur des dizaines de mètres sans être absorbé ou diffusé. Les parois intérieures de ce réservoir sont tapissées de 11 146 tubes photomultiplicateurs, chacun d'un diamètre de 50 cm. Ses yeux géants scrutent l'obscurité de la cuve, attendant patiemment qu'un éclair de lumière Cherenkov signale le passage d'une particule. Super Kamiokande a été construit dans les années 90 et son objectif initial était de chercher quelque chose que les physiciens prédisaient depuis longtemps, mais n'avaient jamais observé: la désintégration du proton. Selon certaines théories de grande unification qui tentent d'unifier les forces fondamentales de la nature, le proton ne serait pas éternellement stable, mais se désintégrerait après un temps extraordinairement long, bien plus long que l'âge de l'univers. Super Kamiokande, avec ses 50 000 tonnes d'eau contenant un nombre astronomique de protons, espérait observer cette désintégration ultra rare en attendant patiemment pendant des années qu'un seul proton parmi ces milliards de milliards se désintègre. La désintégration du proton n'a jamais été observée. Super Kamiokande a établi une limite inférieure sur la durée de vie du proton qui exclut plusieurs théories de grande unification. Mais ce que Super Kamiokande a trouvé est peut-être encore plus extraordinaire que ce qu'il cherchait. En 1998, Super Kamiokande a fourni la première preuve définitive que les neutrinos ont une masse. Les neutrinos sont les particules les plus élusives de l'univers connu. Ce sont des particules fantômes, sans charge électrique, avec une masse infime, qui interagissent si faiblement avec la matière ordinaire que des milliards de neutrinos traversent votre corps à chaque seconde sans que vous n'en sentiez le moindre. Le Soleil en produit des quantités astronomiques. Les réacteurs nucléaires en émettent. Les explosions de supernovae en libèrent. Et pourtant, détecter un seul neutrino est un exploit technique extraordinaire parce qu'ils sont presque transparents à la matière. Super Kamiokande détecte les neutrinos de la manière suivante. De temps en temps, très rarement, un neutrino interagit avec un atome d'eau dans la cuve. Cette interaction produit une particule chargée, un électron ou un muon, qui est éjecté à grande vitesse. Si cette particule est assez rapide pour dépasser la vitesse de la lumière dans l'eau, elle émet un cône de rayonnement Cherenkov. Ce cône de lumière frappe les tubes photomultiplicateurs sur les parois de la cuve, créant un anneau de lumière, un cercle dont la forme, la taille et l'intensité permettent aux physiciens de déterminer le type de neutrino, son énergie et la direction d'où il venait. Chaque événement est comme un flash photographique dans l'obscurité de la cuve, un instantané lumineux qui raconte l'histoire d'une collision infinitésimale entre un fantôme cosmique et un atome d'eau ordinaire. En étudiant les neutrinos produits par les rayons cosmiques dans l'atmosphère terrestre, les physiciens de Super Kamiokande ont découvert un phénomène stupéfiant. Les neutrinos muoniques, l'un des 3 types de neutrinos, semblaient disparaître quand ils traversaient la Terre sur de longues distances. Les neutrinos, venant du ciel au-dessus du détecteur, arrivaient en nombres attendus. Mais les neutrinos, venant de l'autre côté de la Terre, ceux qui avaient traversé tout le diamètre de notre planète, étaient beaucoup moins nombreux que prévu. Où étaient-ils passés? La réponse a bouleversé la physique des particules. Les neutrinos oscillaient.
En traversant la Terre, les neutrinos muoniques se transformaient en neutrinos taoïques, un autre type de neutrinos que Super Kamiokande ne pouvait pas détecter aussi facilement. Ce phénomène, appelé oscillation des neutrinos, n'est possible que si les neutrinos ont une masse et le modèle standard de la physique des particules, le cadre théorique qui décrit toutes les particules fondamentales et leurs interactions, prédisait que les neutrinos n'avaient pas de masse. La découverte de Super Kamiokande a donc révélé une faille dans le modèle standard, une indication claire que notre théorie la plus réussie de la physique des particules est incomplète, qu'il existe une physique au-delà du modèle standard que nous ne comprenons pas encore. Takaaki Kajita, le physicien qui a dirigé l'analyse des données de Super Kamiokande, a reçu le prix Nobel de physique en 2015 pour cette découverte. Et tout cela a été rendu possible par le rayonnement Cherenkov. Sans cette lueur bleue, sans la capacité de détecter les produits des interactions de neutrinos dans l'eau, cette découverte fondamentale n'aurait peut-être jamais été faite. De l'autre côté du monde, à 2100 mètres sous la surface de la Terre, dans une mine de nickel à Sudbury, en Ontario, au Canada, un autre détecteur Cherenkov géant faisait une découverte tout aussi révolutionnaire. L'observatoire de neutrinos de Sudbury, connu sous le nom de SNO, utilisait un milieu encore plus exotique que l'eau ordinaire, de l'eau lourde. L'eau lourde, ou oxyde de deutérium, est de l'eau dans laquelle les atomes d'hydrogène ordinaire sont remplacés par des atomes de deutérium, qui possèdent un neutron supplémentaire dans leur noyau. Cette eau lourde, 1000 tonnes au total, valait environ 300 millions de dollars et avait été prêtée par le gouvernement canadien. Oui, prêtée. L'eau lourde est si précieuse qu'il était hors de question de la perdre. SNO avait été conçu pour résoudre l'un des mystères les plus tenaces de la physique, le problème du neutrino solaire. Depuis les années 60, les expériences qui tentaient de détecter les neutrinos émis par le Soleil trouvaient systématiquement moins de neutrinos que ce que les modèles solaires prédisaient. Environ un tiers seulement des neutrinos attendus étaient détectés. C'était profondément troublant. Soit les modèles du Soleil étaient faux, ce qui signifierait que nous ne comprenions pas comment les étoiles fonctionnent. Soit les neutrinos faisaient quelque chose d'inattendu en route entre le Soleil et la Terre. L'avantage unique de l'eau lourde était qu'elle permettait à SNO de détecter tous les types de neutrinos, pas seulement les neutrinos électroniques que les détecteurs précédents pouvaient y voir. En 2001, SNO a annoncé ses résultats. Le nombre total de neutrinos de tout type venant du Soleil correspondait exactement aux prédictions des modèles solaires. Le Soleil produisait bien le bon nombre de neutrinos, mais les neutrinos électroniques, le seul type produit dans le cœur du Soleil, se transformaient en neutrinos muoniques et taoïques pendant leur voyage vers la Terre. C'étaient les oscillations de neutrinos, la même physique que Super Kamiokande avait découverte avec les neutrinos atmosphériques, mais cette fois confirmée avec les neutrinos solaires. Arthur MacDonald, le directeur de l'expérience SNO, a partagé le prix Nobel de physique 2015 avec Takaaki Kajita. 2 expériences, 2 détecteurs Cherenkov géants, 2 prix Nobel et une seule conclusion révolutionnaire. Les neutrinos ont une masse et le modèle standard est incomplet. Le rayonnement Cherenkov, cette humble lueur bleue, avait ouvert une fenêtre sur une nouvelle physique que personne n'avait anticipée. Mais attendez, l'histoire des détecteurs Cherenkov géants ne s'arrête pas là.
Elle atteint un crescendo absolument vertigineux avec l'observatoire de neutrinos IceCube, un instrument si audacieux dans sa conception et si colossal dans son échelle qu'il défie l'imagination. IceCube est situé au pôle Sud, en Antarctique, et son milieu de détection n'est ni l'eau d'un réservoir artificiel, ni l'eau lourde d'un laboratoire souterrain. C'est la glace antarctique elle-même. 1 kilomètre cube de glace antarctique. Lisez cette phrase encore une fois et laissez-la s'imprimer dans votre esprit. 1 kilomètre cube. 1000 mètres de côté dans chaque direction. 1 milliard de mètres cubes de glace, transformé en le plus grand détecteur de particules jamais construit sur Terre. IceCube se compose de 5160 modules optiques numériques, des sphères de verre contenant des photodétecteurs ultrasensibles et de l'électronique sophistiquée, suspendue à 86 câbles enfoncés dans la glace à des profondeurs allant de 1450 à 2450 mètres sous la surface. Pour installer ces modules, les ingénieurs ont dû forer des trous dans la glace antarctique en utilisant de l'eau chaude sous haute pression, un processus qui prenait environ 2 jours par trou. Puis, pendant que l'eau était encore liquide, ils descendaient les câbles avec leurs modules dans les trous, qui regelaient ensuite naturellement, emprisonnant les détecteurs dans la glace pour l'éternité. Quand un neutrino de haute énergie interagit avec un atome dans la glace, il produit une particule chargée qui se déplace plus vite que la lumière dans la glace, et cette particule émet du rayonnement Cherenkov. Les modules optiques captent cette lumière, et la configuration spatiale et temporelle des signaux permet aux physiciens de reconstruire la direction, l'énergie et le type du neutrino original. La glace antarctique, ancienne de centaines de milliers d'années, d'une clarté cristalline à ses profondeurs, est un milieu de détection remarquablement bon pour le rayonnement Cherenkov. IceCube a fait des découvertes extraordinaires. En 2013, il a détecté les premiers neutrinos de haute énergie provenant de sources cosmiques extérieures au système solaire. Ces neutrinos, baptisés Ernie et Baire par les physiciens qui les ont découverts, un clin d'œil à Sesame Street, avaient des énergies 1 million de fois supérieures à celles des neutrinos produits dans les accélérateurs terrestres. Ils avaient traversé des distances cosmiques, portant avec eux des informations sur les phénomènes les plus violents de l'univers. En 2018, IceCube a accompli quelque chose d'encore plus spectaculaire. Il a détecté un neutrino de haute énergie et, grâce à la précision de la reconstruction permise par le rayonnement Cherenkov, il a pu déterminer sa direction d'origine avec suffisamment de précision pour alerter les observatoires du monde entier. Ces observatoires ont pointé leurs télescopes vers cette direction et ont trouvé un blazar, un trou noir supermassif, au centre d'une galaxie lointaine, située à environ 4 milliards d'années-lumière de la Terre, qui éjectait un jet de matière relativiste pointé directement vers nous. Ce blazar, désigné TXS0 506 plus 056, était la source du neutrino. C'était la première fois dans l'histoire que l'on pouvait relier un neutrino de haute énergie à sa source cosmique spécifique. C'était le début d'une nouvelle ère en astronomie, l'ère de l'astronomie multimessager, où les astronomes utilisent non seulement la lumière, mais aussi les neutrinos et les ondes gravitationnelles pour explorer l'univers. Et tout cela, rappelons-le, repose sur le rayonnement Cherenkov, sur cette lueur bleue que Pavel Cherenkov a observée dans un flacon de liquide en 1934. Sur cette physique que Frank et Tam ont expliquée en 1937. Sur ce phénomène
que la communauté scientifique a ignoré pendant des années. 4 milliards d'années-lumière de distance, traversée par un neutrino né dans le jet d'un trou noir supermassif, détecté dans 1 kilomètre cube de glace antarctique grâce à une lueur bleue microscopique produite par un muon voyageant plus vite que la lumière dans la glace. C'est l'une des histoires les plus extraordinaires de toute la science. Et elle n'est pas terminée. Le successeur de Super Kamiokande est déjà en préparation. Il s'appelle Hyper Kamiokande et il sera le plus grand détecteur Cherenkov à eau jamais construit. Situé également au Japon, dans une caverne souterraine voisine de celle de Super Kamiokande, Hyper Kamiokande contiendra 260 000 tonnes d'eau, 5 fois plus que son prédécesseur. 40 000 tubes photomultiplicateurs tapisseront ses parois, dont certains d'un type nouveau, offrant une sensibilité et une résolution sans précédent. Hyper Kamiokande a plusieurs objectifs scientifiques ambitieux. Le premier est l'étude de la violation de la symétrie CP dans le secteur des neutrinos. La symétrie CP est une symétrie fondamentale qui relie la matière à l'antimatière. Si cette symétrie est violée dans le secteur des neutrinos, cela pourrait fournir une explication à l'un des plus grands mystères de la cosmologie. Pourquoi l'univers contient de la matière et presque pas d'antimatière? Selon les théories actuelles, le Big Bang aurait dû produire des quantités égales de matière et d'antimatière qui se seraient mutuellement annihilées, ne laissant rien derrière. Et pourtant, nous sommes là. Quelque chose a brisé cette symétrie et les neutrinos pourraient être la clé. Le deuxième objectif est la détection des neutrinos émis par les supernovae. Quand une étoile massive s'effondre et explose en supernova, elle émet une quantité stupéfiante de neutrinos pendant quelques secondes. En fait, 99% de l'énergie libérée lors d'une supernova est emportée par les neutrinos, pas par la lumière ou les ondes de choc. 1 seul % suffit à créer l'explosion visible la plus violente de l'univers. Si une supernova se produisait dans notre galaxie pendant la durée de vie d'Hyper Kamiokande, le détecteur enregistrerait des dizaines de milliers de neutrinos fournissant un portrait détaillé sans précédent de l'intérieur d'une étoile en train de mourir. Et le troisième objectif est la recherche de la désintégration du proton, le même objectif qui avait motivé la construction de Super Kamiokande. Avec 5 fois plus de protons surveillés, Hyper Kamiokande aura 5 fois plus de chances de détecter cet événement ultra rare s'il existe. La durée de vie du proton est l'un des grands tests des théories de grande unification, et Hyper Kamiokande pourrait bien être l'instrument qui apporte enfin la réponse. Si tout cela vous semble incroyable, si vous êtes aussi émerveillé que moi par le fait qu'un phénomène découvert dans un flacon de liquide en 1934 est devenu la base de détecteurs géants qui explorent les mystères les plus profonds de l'univers. Alors je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime ». Si nous pouvons atteindre 10 000 j'aime sur cette vidéo, ce sera un signal que vous voulez voir encore plus de contenu comme celui-ci. Et maintenant, préparez-vous parce que nous allons quitter les profondeurs de la Terre et nous tourner vers les hauteurs du ciel. Le rayonnement Cherenkov a aussi des histoires à raconter dans l'espace. Quand des rayons cosmiques de très haute énergie, des protons ou des noyaux atomiques accélérés par les phénomènes les plus violents de l'univers frappent le sommet de l'atmosphère terrestre à des vitesses infinitésimalement proches de la vitesse de la lumière, ils déclenchent une cascade
de particules secondaires, appelées gerbes atmosphériques extensives. Le rayon cosmique initial frappe un noyau d'azote ou d'oxygène dans la haute atmosphère, et l'énergie de la collision est si grande qu'elle crée un essaim de nouvelles particules, des pions, des muons, des électrons, des positrons, des photons. Chacune de ces particules secondaires peut à son tour interagir et créer d'autres particules, et ainsi de suite, dans une cascade qui peut contenir des milliards de particules et s'étendre sur des kilomètres dans l'atmosphère. Parmi ces milliards de particules, certaines sont suffisamment rapides pour dépasser la vitesse de la lumière dans l'air. Rappelons que le seuil dans l'air est très élevé, environ 99,97% de C, mais les particules au sommet de la gerbe, les plus énergétiques, peuvent facilement atteindre cette vitesse, et quand elles le font, elles émettent du rayonnement Cherenkov dans l'atmosphère. Pas la lueur bleue continue que l'on voit dans les piscines de réacteurs, mais un flash bref et intense, durant à peine quelques nanosecondes, un éclair fugace de lumière bleue et ultraviolette qui illumine une petite portion du ciel nocturne avant de disparaître. Ces flashs sont invisibles à l'œil nu, bien sûr. Ils sont bien trop brefs et bien trop faibles pour être perçus par nos yeux. Mais des télescopes spécialisés, équipés de miroirs géants et de caméras ultra rapides, peuvent les détecter. Ces instruments sont les télescopes Cherenkov atmosphériques à imagerie, ou IACTS en anglais, et ils représentent l'une des frontières les plus excitantes de l'astronomie moderne. Les télescopes MAGIC, situés sur l'île de La Palma, dans les îles Canaries espagnoles, sont deux télescopes géants avec des miroirs de 17 mètres de diamètre. Perchés à 2200 mètres d'altitude, au-dessus de la plupart de la turbulence atmosphérique, ils scrutent le ciel nocturne, à la recherche des flashs Cherenkov produits par les gerbes atmosphériques. En analysant la forme, l'intensité et la direction de ces flashs, les physiciens peuvent reconstruire l'énergie et la direction du rayon cosmique original, ou, plus précisément dans le cas de MAGIC, du rayon gamma de très haute énergie qui a déclenché la gerbe. Parce que c'est là le point crucial. Les télescopes Cherenkov atmosphériques sont principalement utilisés pour détecter les rayons gamma de haute et très haute énergie. Les rayons gamma sont la forme de lumière la plus énergétique qui existe, des photons des milliards de fois plus énergétiques que ceux de la lumière visible. Et ils sont produits par les phénomènes les plus extrêmes de l'univers, les restes de supernovas, les pulsars, des étoiles à neutrons en rotation rapide, les noyaux actifs de galaxies alimentés par des trous noirs supermassifs, et peut-être aussi par l'annihilation de particules de matière noire. Mais les rayons gamma de haute énergie ne peuvent pas pénétrer l'atmosphère terrestre. Ils interagissent avec les atomes de l'atmosphère et créent des gerbes de particules. Donc, au lieu d'essayer de détecter les rayons gamma directement, ce qui nécessiterait un satellite, les télescopes Cherenkov atmosphériques détectent les gerbes qu'ils produisent en utilisant le rayonnement Cherenkov comme signal. C'est une détection indirecte, mais extraordinairement efficace. Le réseau HESS, situé dans les hauts plateaux du Comas en Namibie, est un autre observatoire Cherenkov atmosphérique de premier plan. Il se compose de 5 télescopes, dont 4 de 12 mètres de diamètre et un 5e, le plus grand télescope Cherenkov du monde au moment de sa construction, avec un miroir de 28 mètres de diamètre. HESS signifie High Energy Stereoscopic System,
mais le nom est aussi un hommage à Victor Hess, le physicien autrichien qui a découvert les rayons cosmiques en 1912, une découverte qui lui a valu le prix Nobel de physique en 1936. Veritas, situé dans les montagnes de Santa Rita en Arizona aux États-Unis, est un réseau de 4 télescopes de 12 mètres qui complètent la couverture de l'hémisphère nord. Ensemble, MAGIC, HESS et Veritas ont ouvert une fenêtre sur l'univers en rayons gamma de très haute énergie, découvrant des centaines de sources et transformant notre compréhension des processus les plus violents du cosmos. Mais le futur de l'astronomie Cherenkov atmosphérique s'appelle CTA, le Cherenkov Telescope Array, le réseau de télescopes Cherenkov. Ce sera l'observatoire au sol le plus grand et le plus sensible jamais construit pour l'astronomie gamma de haute énergie. CTA consistera en une centaine de télescopes de différentes tailles, répartis sur 2 sites, l'un dans l'hémisphère nord, sur l'île de La Palma aux Canaries, et l'autre dans l'hémisphère sud, au Chili, dans le désert d'Atacama. Les plus grands télescopes auront des miroirs de 23 mètres de diamètre, les moyens environ 12 mètres et les plus petits environ 4 mètres. Cette combinaison de taille permettra à CTA de couvrir une gamme d'énergie beaucoup plus large que les observatoires actuels, des dizaines de gigaélectronvolts à plus de 300 téraélectronvolts. CTA sera 10 fois plus sensible que les instruments actuels. Il pourra détecter des sources 10 fois plus faibles, résoudre des détails 10 fois plus fins et répondre à des questions que les observatoires actuels ne peuvent même pas poser. Parmi ces objectifs scientifiques, l'étude des restes de supernovae pour comprendre comment les rayons cosmiques sont accélérés, l'exploration des environnements extrêmes autour des trous noirs et des étoiles à neutrons, la mesure de la lumière de fond extragalactique pour sonder l'histoire de la formation des étoiles dans l'univers et peut-être le plus excitant de tous, la recherche de signaux de matière noire. La matière noire. Ce nom mystérieux désigne l'une des plus grandes énigmes de la physique et de la cosmologie moderne. Les observations astronomiques montrent que l'univers contient environ 5 fois plus de matière que la matière ordinaire que nous pouvons voir et détecter directement. Cette matière manquante, cette matière invisible, interagit gravitationnellement avec la matière ordinaire, mais n'émet pas de lumière, d'où son nom. Sa nature est inconnue. Personne ne sait de quoi elle est faite. Mais certaines théories prédisent que les particules de matière noire pourraient s'annihiler ou se désintégrer, produisant des rayons gamma de haute énergie dans le processus. Si c'est le cas, les télescopes Cherenkov pourraient détecter ces rayons gamma et, pour la première fois, nous donner un indice sur la nature de la matière noire. Les télescopes Cherenkov cherchent des signaux de matière noire dans les endroits où la concentration de matière noire est la plus élevée. Le centre de notre galaxie, les galaxies naines satellites de la Voie lactée et les amas de galaxies. Jusqu'à présent, aucun signal convaincant n'a été trouvé. Mais avec la sensibilité accrue de CTA, la prochaine décennie pourrait bien apporter une percée. Et si cette percée arrive, elle aura été rendue possible, une fois de plus, par le rayonnement Cherenkov, par cette physique d'une élégance intemporelle qui transforme les éclairs fugaces de lumière dans l'atmosphère en fenêtre sur les mystères les plus profonds de l'univers. Et maintenant, je voudrais vous parler de l'un des aspects les plus poétiques et les plus personnels du rayonnement Cherenkov, quelque chose qui connecte la physique des particules à l'expérience humaine directe d'une manière qui m'émeut
chaque fois que j'y pense. Depuis les missions Apollo, dans les années 60 et 70, les astronautes ont rapporté un phénomène étrange et déconcertant. Quand ils fermaient les yeux, dans l'obscurité de leur vaisseau spatial, ils voyaient des éclairs de lumière, des flashs brefs et aléatoires, des traits lumineux, des étoiles fugitives dansant devant leurs yeux fermés. Au début, personne ne savait exactement ce qui causait ces éclairs. Plusieurs hypothèses ont été proposées. L'une des hypothèses les plus fascinantes est celle qui est aujourd'hui considérée comme l'une des explications les plus probables pour au moins une partie de ces éclairs, fait intervenir le rayonnement Cherenkov. Voici l'idée. L'espace est traversé par des rayons cosmiques, des particules de haute énergie provenant du Soleil, de notre galaxie et même de galaxies lointaines. Sur Terre, nous sommes protégés de la plupart de ces rayons cosmiques par l'atmosphère et le champ magnétique terrestre. Mais dans l'espace, à bord d'un vaisseau spatial, les astronautes sont exposés à un flux beaucoup plus intense de ces particules. Quand une particule cosmique de haute énergie traverse l'œil d'un astronaute, elle entre dans l'humeur vitrée, le liquide gélatineux qui remplit l'intérieur du globe oculaire. L'humeur vitrée est composée principalement d'eau et a un indice de réfraction d'environ 1,34, très similaire à celui de l'eau pure. Si la particule cosmique est suffisamment rapide, elle voyage plus vite que la lumière dans l'humeur vitrée et elle émet du rayonnement Cherenkov directement sur la rétine de l'astronaute. La rétine détecte cette lumière, les nerfs optiques transmettent le signal au cerveau et l'astronaute voit un éclair de lumière. C'est un moment extraordinaire quand on y réfléchit. Un proton accéléré, il y a peut-être des millions d'années, par une supernova dans un bras lointain de notre galaxie, traverse le vide interstellaire, entre dans le système solaire, frappe le vaisseau spatial, pénètre dans le globe oculaire d'un être humain et produit un minuscule flash de rayonnement Cherenkov directement sur la rétine. L'astronaute voit, littéralement, voit avec ses propres yeux, la trace d'un rayon cosmique. C'est la physique des particules, transformée en expérience sensorielle, humaine, directe. C'est la poésie de l'univers inscrite dans la chair et le sang d'un explorateur. Des études menées à bord de la Station spatiale internationale ont confirmé que la fréquence de ces éclairs lumineux corrèle avec le flux de particules cosmiques. Les astronautes en voient plus quand ils traversent l'anomalie magnétique de l'Atlantique Sud, une région où le champ magnétique terrestre est particulièrement faible et où davantage de particules cosmiques peuvent pénétrer et ils en voient moins quand ils sont dans des régions de champ magnétique plus forts. Cela soutient fortement l'hypothèse du rayonnement Cherenkov, même si d'autres mécanismes, comme l'excitation directe des photorécepteurs de la rétine par les particules, contribuent probablement aussi au phénomène. Quittons maintenant l'espace et revenons sur Terre pour explorer un domaine où le rayonnement Cherenkov est en train de révolutionner la pratique médicale d'une manière que personne n'aurait anticipé il y a seulement quelques décennies, l'imagerie par luminescence. Cherenkov, ou CLI pour Cherenkov. Luminescence Imaging en anglais est un champ de recherche relativement nouveau qui exploite la faible lumière, Cherenkov, produite dans les tissus biologiques pour créer des images médicales. Le principe est le suivant. De nombreux isotopes radioactifs utilisés en médecine nucléaire, comme le fluor 18 utilisé dans les scanners TEP ou le gallium-68, émettent des positrons, les antiparticules des électrons. Quand ces positrons sont émis dans les tissus, ils voyagent sur une courte distance avant de rencontrer un électron et de s'annihiler. Mais avant cette annihilation, les positrons les plus énergétiques peuvent voyager
plus vite que la lumière dans les tissus biologiques et émettre du rayonnement Cherenkov. Les électrons produits par diffusion, Compton des rayons gamma de l'annihilation, peuvent également contribuer. La quantité de lumière produite est extrêmement faible, de l'ordre de quelques dizaines de photons par désintégration dans le domaine visible, mais des caméras CCD refroidies ultrasensibles peuvent la détecter. Cette capacité de détecter la lumière Cherenkov dans les tissus ouvre des possibilités passionnantes. En radiothérapie, les faisceaux d'électrons ou de photons de haute énergie utilisés pour traiter les tumeurs produisent du rayonnement Cherenkov dans les tissus qu'ils traversent. En imageant cette lumière en temps réel pendant le traitement, les médecins pourraient y voir exactement où le faisceau dépose son énergie, vérifier que la dose est correctement distribuée et s'assurer que la tumeur est ciblée avec précision. C'est comme avoir un contrôle qualité en temps réel pendant le traitement. Pour l'imagerie tumorale, les traceurs radioactifs utilisés dans les scanners TEP s'accumulent préférentiellement dans les tumeurs qui ont un métabolisme plus actif que les tissus normaux. La lumière Cherenkov émise dans ces zones d'accumulation pourrait être détectée à travers la peau avec des caméras spéciales, offrant un moyen rapide et relativement simple de localiser les tumeurs. Des études précliniques et des essais cliniques préliminaires ont montré des résultats prometteurs, notamment pour les tumeurs superficielles comme le cancer de la thyroïde ou les métastases cutanées. En chirurgie, l'imagerie Cherenkov pourrait aider les chirurgiens à identifier les marges tumorales en temps réel pendant l'opération. Si un traceur radioactif a été administré au patient avant la chirurgie et s'est accumulé dans la tumeur, les caméras Cherenkov pourraient montrer au chirurgien exactement où se termine la tumeur et où commence le tissu sain, permettant une résection plus précise et réduisant le risque de laisser des cellules cancéreuses derrière.